Ok, merci Jean pour cette introduction et merci de me donner l'occasion de présenter nos travaux récents ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la mesure de la constante de structure fine à partir de la mesure du recul. En fait, c'est la détermination de la constante de structure fine à partir de la mesure du recul. Mais avant de présenter la manip, je vais présenter le contexte général de ce domaine de recherche. Donc la constante de structure fine alpha, définie par le rapport entre la charge, le carré de la charge élémentaire, divisé par 4 pi epsilon 0 permittivité du vide, h bar la constante de Planck réduite, c la vitesse de la lumière, est une constante sans dimension qui vaut environ 1 sur 137. Cette constante a été introduite en 1914 par Sommerfeld pour expliquer le dédoublement des raies de Balmer observé sur le spectre d'hydrogène, la structure fine. Et Sommerfeld a ajouté 2 ingrédients au modèle de Bohr, les orbites elliptiques, où il a quantifié en plus du moment cinétique la composante radiale du moment conjugué, ce qui lui a permis d'ajouter un second nombre quantique, et puis il a rajouté avec les mains la relativité en considérant la masse relativiste. Ce modèle qui ne tient pas compte du spin de l'électron peut nous sembler un peu bancal aujourd'hui, mais ce qui est remarquable, c'est que l'expression des niveaux d'énergie qu'il a obtenue est exactement la même que celle déduite de l'équation de Dirac. De plus, en analysant finement le spectre d'hydrogène, il a déterminé la constante de structure fine alpha avec une précision non négligeable pour l'époque de 4 pour 1000. Donc ensuite, en 1928, Dirac a expliqué la structure fine de l'hydrogène par les effets relativistes qui se manifestent par le spin de l'électron. Son équation a permis d'établir une expression des niveaux d'énergie des atomes hydrogénoïdes en fonction de alpha. Et le premier terme ici correspond à l'énergie de Bohr et permet d'établir une relation entre la constante de Planck et la constante de structure fine alpha. Le second terme correspond au couplage spin-orbite. L'équation de Dirac a permis aussi de décrire le moment magnétique de l'électron et elle a prédit une valeur exactement égale à 2 au facteur de l'ondée de l'électron, et aussi elle a prédit l'existence de particules, en l'occurrence le positron, qui était observé en 1932 par Anderson. En 1947, 2 expériences ont révélé les limites du formalisme de Dirac. L'expérience de Land et Rutherford qui a mis en évidence un déplacement d'environ 1 GHz sur les raies 2s 1,5 et 2p 3,5 de l'hydrogène. D'accord, là il y a une erreur. Et aussi à partir la mesure des facteurs de l'ondée du gallium, de l'indium et du sodium qui ont montré un décalage du facteur G de l'électron de la prédiction de Dirac de 1 pour 1000. Ces effets ont été par la suite attribués aux corrections dues au couplage avec le vide quantique, et ces expériences ont marqué la naissance de l'électrodynamique quantique. Donc cet écart par rapport du facteur de l'ondée de l'électron par rapport aux prédictions de Dirac est désormais appelée anomalie du moment magnétique de l'électron. La première correction
la première correction a été calculée par Schwinger et elle correspond au fait que l'électron émet un photon avant d'interagir avec le champ magnétique et qu'il la réabsorbe après pour conserver son énergie. Et donc, cette correction est illustrée ici dans le diagramme de Feynman. Comme alpha est la constante de couplage de l'interaction électromagnétique et que sa valeur est très petite, les corrections supérieures sont décrites du moment magnétique de l'électron, sont décrites en termes d'une série géométrique de alpha, et chaque terme prend en compte toutes les contributions possibles des fluctuations du vide et de la polarisation du vide. Donc on y distingue les termes qui sont indépendants de la masse et donc qui relèvent juste au couplage au mode électromagnétique, et les termes qui incluent le processus de création et d'annihilation de particules et d'antiparticules, en l'occurrence ici le muon, le tau et le positron et l'électron. Donc ces coefficients sont calculés par la technique des diagrammes de Feynman. Il implique des calculs très complexes et par exemple, pour calculer le coefficient d'ordre de la puissance d'ordre 8, voilà, l'ordre 4 en alpha, nécessite la prise en compte de 891 diagrammes de Feynman. Et vous allez voir que c'est encore plus compliqué pour la suite. Et donc ici, je présente les résultats récents. Donc je sais que ça peut ne pas trop vous parler, ces chiffres-là. Je veux juste mentionner, illustrer la complexité de ces calculs qui, à ce jour, sont faits uniquement par un seul groupe au monde, c'est le groupe de Kinoshita. L'ordre 5 en alpha a été calculé en 2018 et récemment révisé en 2019 et correspond à l'incertitude la plus importante sur la contribution QED, et les termes de masse sont calculés interviennent, je dirais, jusqu'à l'ordre 4. À ce jour, pour résumer, l'incertitude sur la valeur théorique de l'anomalie du moment magnétique est essentiellement limitée sur la connaissance de la structure, la constante de structure fine. La précision sur les termes QED est vraiment a été réduite considérablement ces 15 dernières années. Je veux juste faire souligner que le calcul de l'ordre 5 nécessite jusqu'à 12 671 diagrammes de Feynman. Alors, d'autre part, l'anomalie du moment magnétique est mesurée expérimentalement. Le schéma de principe qui est utilisé récemment a été proposé par des MELT, et l'idée est de mesurer le rapport entre la fréquence de spin et la fréquence cyclotron. Et la proposition de MELT est de mesurer directement l'anomalie en mesurant la fréquence anormale, ça veut dire la différence de fréquence entre la fréquence de spin et la fréquence cyclotron, qui apparaît ici directement dans les niveaux d'énergie de l'électron. L'intérêt de cette mesure, c'est qu'elle permet de s'affranchir de la mesure du champ magnétique, et d'autre part, le fait que cet écart en fréquence est de l'ordre de 10-3, une mesure des fréquences à 10-10 suffit pour atteindre une précision de 10-13 sur l'anomalie du moment magnétique de l'électron. Et donc, ces mesures, aujourd'hui, un seul groupe dans le monde
travaille sur cette expérience, sur la mesure du G-2. C'est le groupe de Gabriel C. à Harvard. Et donc, il utilise un ion, un électron unique piégé dans un piège de Pénick, dans une cavité micro-ondes, où il mesure par technique de quantum jump spectroscopie directement la fréquence cyclotron et la fréquence anormale. Et en 2008, ils ont publié une valeur de l'anomalie de AE avec une précision, une incertitude relative de 2,8 10-13. Dans un article récent, donc, il prévoit une amélioration d'un facteur 10. Ils sont en train de construire une nouvelle expérience où il prévoit de contrôler notamment le mouvement axial de l'électron, qui est un des effets systématiques limitants, et aussi prévoit de mesurer simultanément la fréquence anormale et la fréquence cyclotron pour s'affranchir des fluctuations du champ magnétique. Donc voilà. Alors, donc, la constante de structure fine alpha apparaît dans d'autres domaines de la recherche, de la physique, pardon, et elle peut être mesurée de différentes manières, par exemple ici à partir de la mesure de la constante de Van Clempsink de l'effet Hall quantique, où alpha où RK peut être exprimé comme étant égal à l'impédance du vide divisé par la constante de structure fine alpha, et aussi par des méthodes spectroscopiques. Depuis une trentaine d'années, je dirais, les mesures les plus précises sont issues de la mesure de l'anomalie du moment magnétique, enfin de la comparaison de la valeur théorique à la valeur expérimentale du moment magnétique de l'électron et de la mesure du recul d'un atome que je vais vous décrire tout de suite. Et donc, vous voyez qu'on a un gain en précision d'un facteur 10 tous les 12 ans, et je vais vous décrire ce résultat obtenu donc récemment. Notre point de vue, ici j'ai mis deux couleurs différentes pour distinguer les mesures qui sont fortement dépendantes de la QED et les mesures qui sont, je dirais, less dépendantes de la QED, qui sont, on peut dire, sans exagérer, qui ne dépendent pas, au niveau de précision requis, ne dépendent pas de la QED. Notre point de vue est différent. Nous cherchons à fournir une valeur de la constante de structure fine alpha aux théoriciens pour comparer la valeur expérimentale à la théorie, et l'idée derrière, c'est d'aller chercher des failles dans le modèle standard. Donc, est-ce que cet écart peut être la signature d'une physique au-delà du modèle standard? Donc, le résultat que je vais vous présenter ici, c'est le fruit d'un projet qui a débuté au laboratoire en 1998 sous l'impulsion de François Bérabin, qui était à l'époque encouragé par les résultats remarquables obtenus dans l'équipe de Christophe Salomon pendant la thèse de Maxime Daon. Et plusieurs personnes ont contribué au projet depuis sa création, je dirais, et depuis 2014, je travaille essentiellement avec Pierre Cladet sur cette expérience. Et voilà le nombre, les étudiants impliqués dans ce projet depuis 2000. Donc voilà, là je vais vous parler de la mesure du rapport H sur M, d'accord, et je parlerai plutôt de la mesure de la vitesse de recul d'un atome. Donc, quand un atome absorbe un photon, il prend son énergie et il prend aussi son impulsion. Et quand on écrit la conservation d'énergie, on voit que l'atome recule d'une vitesse
égale à h par k, la constante de Planck multipliée par le vecteur d'onde divisé par la masse de l'atome. Pour l'atome du rubidium, ce recul est de l'ordre de 6 mm par seconde. Et dans le cas d'une onde plane, il s'écrit simplement la mesure de ce recul nous permet de déduire le rapport H sur M en mesurant la longueur d'onde du laser. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh ben, la relation entre la constante de Rydberg, à partir de la relation entre la constante de Rydberg et la constante de structure fine, on peut extraire une expression de alpha qui va dépendre du rapport H sur la masse de l'électron. Comme ce rapport est difficile à mesurer, on va introduire un rapport de masse et cette mesure peut être déduite du rapport H sur M modulo la connaissance de la masse relative du rubidium qui est mesurée avec une grande précision dans des pièges par méthode de spectroscopie dans des pièges à ions avec une précision de 7-10-11 et la vitesse, la masse relative de l'électron qui est aussi mesurée récemment par le groupe de Sturm avec une incertitude de 3 à 10-11. La constante de Rydberg est mesurée dans l'équipe avec une très bonne précision et à ce jour, l'incertitude sur alpha à travers cette formule dépend de la mesure du rapport H sur la masse du rubidium. Donc, pour faire de mesures, on va plutôt considérer des transitions Raman stimulées, parce que si on prend un processus simple, absorption, émission d'un photon, le recul n'est pas contrôlé. Donc là, on va contrôler le recul de l'atome par l'émission d'un photon stimulé. Et donc, on mesure en fait 2 H par K dans un processus absorption-émission stimulée. Et donc, pour cela, on a besoin de 2 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est un capteur de vitesse qui va utiliser un interféromètre atomique utilisant des transitions Raman et une méthode efficace pour transférer un nombre élevé de recul aux atomes. Alors, cette méthode repose sur la technique, une technique que je peux expliquer simplement de la sorte. L'idée est d'éclairer les atomes par 2 faisceaux laser contrapropageants. Et donc, si l'atome effectue une transition Raman stimulée dans le même niveau hyper fin, il acquiert 2 fois la vitesse de recul. Et si on balaye continuellement la différence de fréquence entre les 2 lasers pour compenser le décalage Doppler, il est possible de transférer un nombre élevé de reculs allant jusqu'à 1000 reculs en 6 millisecondes avec une efficacité qui peut atteindre 99 proche de 1 par recul. Ce phénomène peut être décrit par l'approche des oscillations de Bloch qui a été démontrée pour la première fois dans l'équipe de Christophe Salomon. Et donc l'idée ici, c'est que l'atome, lorsqu'on balaye la différence de fréquence entre les 2 lasers, on se retrouve dans la configuration d'une onde stationnaire accélérée qui se déplace. Et donc les atomes perçoivent un potentiel, se trouvent dans un potentiel périodique accéléré. Et si on se place dans le référentiel accéléré, l'atome voit un potentiel périodique et il est soumis à une force d'inertie. Donc, si le processus dissociation de Bloch correspond à la situation où un atome préparé, par exemple dans la bande fondamentale, va évoluer adiabatiquement en restant dans le même niveau d'énergie,
en évitant de basculer vers la bande supérieure, notamment dans cette zone critique d'anticroisement. Ce qui se passe, c'est que quand on va balayer l'impulsion, la quasi-impulsion de l'atome, on va décrire ici la première bande de Brillouin, et de manière périodique, l'atome va décrire cette première zone de Brillouin de manière périodique, et le fait de balayer linéairement l'impulsion, la périodicité de la bande d'énergie va se transcrire sur la dynamique de la particule. Et donc le balayage de la bande de la première zone de Brillouin va se faire avec une période tau B égale à 2 h bar sur A, A étant l'accélération du potentiel périodique. Donc ce phénomène a été observé pour la première fois dans l'équipe de Christophe Salomon. Donc, les courbes que je présente ici ont été obtenues en préparant les atomes dans la bande fondamentale, et les mesures ont été réalisées dans le référentiel de l'onde accélérée. Et donc, on voit l'oscillation je présente ici la distribution de vitesse, et on voit l'oscillation sur une période égale à la période tau B, aussi bien ici pour la vitesse moyenne des particules qui en fonction du temps, et donc on observe cette oscillation qui dépend les courbes ici tracées dépendent de la profondeur du potentiel, la profondeur de potentiel V0. Et sur ces courbes-là, je présente la variation de la vitesse dans le référentiel du laboratoire, et on voit un gain de 2 fois la vitesse de recul à chaque période. Donc, dans le référentiel du laboratoire, l'impulsion des atomes varie par des crans de 2 h par K. Donc, ce processus est très efficace, et on peut atteindre des efficacités proches de 1, évidemment, si on satisfait le critère d'adiabaticité qui permet d'éviter le transfert vers les bandes supérieures, qui consiste à éviter le transfert vers les bandes supérieures et au niveau des anticroisements, et qui va se traduire par des conditions sur l'accélération, en d'autres termes, sur la fréquence, la rampe de balayage de la différence de la fréquence des lasers. Donc, alors, le deuxième ingrédient, c'est l'interférométrie atomique. Donc, je vais revenir sur ces transitions Raman dans l'optique d'en faire des séparatrices d'ondes de matière. Donc, ces transitions Raman, pour utiliser comme séparatrices d'ondes de matière, ont lieu entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental, en l'occurrence pour nous le rubidium, et comme elle consiste à éclairer les atomes par 2 faisceaux laser contrapropageants, et donc voilà, en considérant, en se mettant dans la condition de grand désaccord, on va être capable d'éliminer adiabatiquement le niveau intermédiaire, et cette transition va coupler les 2 niveaux hyper fins de l'état fondamental. Donc, schématiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc on peut calculer aisément par des outils simples la fonction d'onde à un instant t
après le couplage, mais schématiquement, si je me mets à désaccord, en partant d'un état initial où l'atome se trouve dans l'état fondamental avec une impulsion pi, la transition Raman permet de mettre l'atome dans une superposition cohérente entre deux états, l'état G fondamental avec une impulsion P et l'état excité où l'atome a acquis une impulsion H bar K effective qui est égale à la différence de vecteurs d'onde, où K effectif est la différence de vecteurs d'onde entre les deux faisceaux laser. Ce qui est important de voir ici, c'est les termes de phase. Donc on voit qu'on retrouve ici l'évolution libre des états internes, et on a un terme supérieur qui correspond à la phase laser imprimée sur la fonction d'onde. Donc les atomes qui subissent la transition voient la phase du laser imprimée sur leur fonction d'onde. D'autre part, dans cette présentation, l'évolution l'énergie interne des atomes dépend aussi de l'énergie cinétique de la particule. Donc, souvent on utilise les impulsions pi sur 2 qui correspondent à un couplage oméga tau égal à pi sur 2, et dans ce cas, l'atome, l'impulsion Raman se comporte comme une séparatrice 50-50, c'est-à-dire elle divise le paquet d'onde en deux paquets avec la même amplitude. Donc là, je représente ce schéma, montre que le fait que l'atome prend du recul, on a une séparation entre les deux paquets d'ondes à cause de cette variation H par K d'impulsion et H par K effective. Donc ces transitions sont contrapropagantes et donc elles sont sensibles à la vitesse. Alors le schéma de l'interféromètre qu'on utilise ici est un schéma Ramsey-Bordé. Donc on a 4 impulsions pi sur 2 qui permettent de séparer et de recombiner les deux trajectoires. Et on a aussi, à chaque impulsion, la phase du laser s'imprime sur la fonction d'onde. Et donc, on a un terme qui correspond à la phase du laser, et on a l'autre terme qui dépend à l'évolution libre de la particule et qui comporte la contribution de la phase atomique. Et donc, la probabilité de trouver les atomes dans l'état F égale à 2, par exemple ici, est égale à 1 plus cosinus phi atomique plus phi laser divisé par 2. Et donc, ça, on retrouve ça facilement. Et si on introduit entre les deux impulsions, les deux paires d'impulsions, une variation de vitesse delta V, on montre que la phase de l'atome s'écrit comme étant égale à T-Ramsey, le vecteur d'onde Karaman qui correspond à mon K effectif tout à l'heure, et le delta V, et donc qu'on peut exprimer sous cette forme-là, delta Z fois la masse de l'atome divisé par H bar, et donc ça nous donne la sensibilité en vitesse de notre interféromètre qui dépend de la séparation entre les deux bras de l'interféromètre. Et donc typiquement pour une séparation de 250 micromètres, on atteint une sensibilité de 3 micromètres seconde moins 1 par radian. Donc dans notre expérience, le delta V correspond au transfert de 2 n-blocs V recul, et on a la phase totale le déphasage total en sortie de l'interféromètre qui comporte 2 termes. Le premier terme qui correspond à la phase atomique et le second à la phase du laser. Et le but ici, c'est d'aller chercher la fréquence laser qui va
annuler le déphasage en sortie, ce qui correspond in fine à compenser l'effet Doppler à la sortie de l'interféromètre. Donc, une brève présentation du dispositif expérimental. Donc, nous utilisons une source d'atomes froids obtenue dans une mélasse optique classique et qu'on va transférer dans une zone où on contrôle parfaitement le champ magnétique et qui est la zone où a lieu la séquence de mesure, donc la séquence d'interférométrie atomique. Donc sur cette zone, on contrôle le champ magnétique à mieux que 50 nanotesla. Alors, le point clé de cette expérience, c'est le contrôle de la différence de phase entre les deux faisceaux Raman. Et donc cette partie, et donc on utilise deux faisceaux laser indépendants qu'on injecte dans la même fibre avec deux polarisations orthogonales, et on va venir éjecter une polarisation et réfléchir une seconde pour se retrouver dans la configuration contrapropageante, et le miroir de rétroréflexion est placé sur une table isolante qui voilà, une anti-vibration, et on contrôle aussi les vibrations par un accéléromètre qu'on corrige a posteriori sur nos systèmes de franges. Et les deux lasers sont asservis en phase en utilisant une chaîne de fréquences assez complexe qui permet d'une part de balayer la fréquence des lasers entre la première et la seconde paire d'impulsions et fournir la rampe de fréquence qui permet de compenser la gravité pendant la chute libre des atomes. Par ailleurs, la fréquence d'un des lasers est stabilisée sur une référence ultra stable, sur une cavité ultra stable, elle-même stabilisée sur une raie du rubidium, et les fréquences du laser sont mesurées périodiquement, simultanément, à l'aide d'un pen de fréquence référencé à l'horloge atomique du CIRT. Alors le sketch de l'expérience est le suivant. Donc on va utiliser un ascenseur atomique qui est constitué par deux impulsions blocs. Donc on fait deux accélérations cohérentes pour ramener les atomes avec à une position dans la zone de l'interféromètre. Alors cet ascenseur atomique est très précis, nous permet de contrôler parfaitement la position et la vitesse des atomes. Et puis une fois qu'on est là, on va lancer la séquence de l'interféromètre qui comporte ici en jaune les 4 impulsions pi sur 2, et au milieu nous avons l'accélération pour transmettre le recul nécessaire pour la mesure. Et donc, on mesure pour le nombre d'atomes après l'accélération dans chaque état hyper fin en utilisant la technique de temps de vol sur deux nappes de lumière qui se trouvent à cet endroit-là. Donc on va mesurer le nombre d'atomes dans chaque état et on déduit la probabilité de trouver les atomes en renormalisant 1,2 par le nombre d'atomes total. Donc ici, je vous présente un spectre typique obtenu avec un TRMC de 20 millisecondes. Donc on enregistre 50 points en 1 minute et on transfère aux atomes environ 1000 fois 1000 reculs. Et donc, la frange, donc en fitant la frange centrale, on déduit la position de la frange centrale avec une précision de 0,047 Hz, ce qui correspond à
une sensibilité à une vitesse de 20 nanomètres par seconde, ce qui correspond donc à 3×10⁻⁹ sur H sur M en 1 minute. Donc on a le problème, c'est que dans ce schéma, je n'ai pas pris en considération la chute libre des atomes et aussi les déplacements de niveau qui sont dus au light shift voilà, light shift. Okay. Et donc pour s'affranchir de ces deux paramètres, on a un protocole de mesure qui consiste à accélérer les atomes vers le haut et vers le bas pour s'affranchir de G. Et on inverse la direction des vaisseaux Raman pour s'affranchir des light shifts. Et donc, à partir de 4 spectres, on déduit une mesure de H sur M uniquement en mesurant la position des 4 franges centrales. Donc voilà, le dispositif expérimental est vraiment stable et fiable et on peut faire des mesures sur de long terme. Donc la manip tourne elle-même pendant le week-end, on acquiert des données et donc on arrive avec une bonne statistique. Là j'ai représenté la variance d'Allan en fonction du temps d'intégration, donc ça varie bien en 1 sur racine de 2, et on a une sensibilité de 3×10⁻11 sur alpha sur un temps d'intégration de 48 heures. Donc avec ces mesures, avec cette sensibilité, nous avons la possibilité de changer les paramètres expérimentaux, quitte à dégrader la statistique, et ce qui nous a permis aussi d'étudier de nombreux effets systématiques expérimentalement. Donc, chose qui n'a pas... nous avons une statistique qui est 5 fois meilleure que celle de nos concurrents à Berkeley. Et notre point fort, c'est qu'on a une sensibilité, une statistique qui nous a permis d'aller étudier en détail nombreux effets systématiques. Et donc ici, c'est les données qui ont été prises en considération dans cette mesure. Là, je vous présente le budget des incertitudes. Donc tous les effets systématiques qui affectent l'exactitude de la mesure, et les effets dominants ici proviennent du profil du front d'onde. Donc c'est la distorsion du front d'onde, la courbure et ce qu'on appelle la phase de Gouy, et que je vais détailler dans la suite. Le second effet provient du light shift à 2 photons, et comme en fait notre configuration, on a les 2 faisceaux Raman qui arrivent en même temps, puis on a un troisième, on aura toujours ce deuxième qui est là et qui va induire des light shifts à 2 photons. Et on a découvert un effet qui n'a pas été considéré pendant notre mesure précédente et qui est lié à un déphasage électronique qui apparaît dans la boucle de phase lock quand on va balayer la rampe de fréquence pour compenser l'accélération de la pesanteur. Donc, je vais juste discuter cet effet qui est lié à la courbure, à la courbure du front d'onde et aux fluctuations, au profil du front d'onde. Donc, jusque-là, dans tout ce que j'ai présenté, sans le dire, j'ai supposé que j'ai une onde plane, et donc une onde idéale qui est égale à K, où K est égal à nu sur C. Malheureusement, dans la vraie vie,
on a au mieux un faisceau gaussien, et ce qui nécessite une correction. Et dans le cas de faisceau gaussien, on connaît très bien l'expression du mode gaussien et on est capable d'estimer cette correction analytiquement, et on peut la corriger en mesurant le ouest du laser et la taille du nuage atomique et la courbure du front d'onde. Si on a ces paramètres calculés précisément, on peut estimer cette évaluation. Idéalement, il faut avoir une source froide, d'accord, qui ne s'étale pas pendant la séquence de l'interféromètre pour que les atomes perçoivent le même front d'onde, je dirais, et il faut avoir un ouest large avec une large courbure. Donc on essaye de s'approcher de ces conditions, et en fait cette correction correspond juste à la dispersion des fronts d'onde qu'on peut calculer à partir de la divergence du faisceau laser. En fait, quand on a, là, tout le monde connaît cette correction, et elle se calcule facilement et pour fournir la correction. Mais pendant la thèse de Manuel Andia, on a observé un effet systématique qui nous a intrigués pendant presque 3 ans. On a vu que la vitesse de recul dépendait de l'efficacité des oscillations de blocs. Donc ça, c'est la première courbe qu'on avait obtenue. Et on a tourné nos méninges dans tous les sens, et on a mis du temps à comprendre d'où ça provient. Et lorsqu'on a eu l'idée de mettre un diaphragme pour on a vu que cet effet était exalté. Et là, on avait un peu senti qu'on avait mis le doigt sur quelque chose. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les atomes voient un K effectif et qui est égal au gradient en gros de la phase, la dérivée de la phase selon l'axe Z. Et ce terme-là va rajouter une correction dans le cas où on n'est pas dans le cas d'une onde plane. Et donc, en partant juste de l'équation de Helmholtz et en considérant une approximation par axiale, on a montré que le dérivé de la phase par rapport à Z pouvait s'écrire comme étant un terme de gradient de phase sur les composantes transverses et un terme laplacien, d'accord, sur l'amplitude. Et donc c'est ce terme-là qui a été un peu la clé du mystère. Donc ce terme-là est négligeable. Et donc quand on regarde par exemple ici la fluctuation du profil d'intensité, on voit que ce recul change de signe. Donc pour ici, pour les maximum, le laplacien est négatif, donc la contribution est négative, et au minimum, c'est l'inverse, on a une contribution positive. Et comme l'intensité, l'efficacité des oscillations de blocs dépend de l'intensité, donc il y a une corrélation entre le recul transféré aux atomes et la probabilité de survie des atomes pendant le processus bloc. Donc on a fait l'expérience suivante, donc en balayant, donc l'expérience qu'on avait vue tout à l'heure, en variant l'intensité des oscillations de bloc, on arrive à changer, modifier cet effet. Et puis on a fait l'expérience suivante qui consiste à d'abord accélérer, en fait on filtre la distribution de vitesse spatialement. Donc on va enlever les atomes dans les endroits où l'intensité est importante, et du coup on va laisser les atomes uniquement dans les endroits où l'intensité est minimum. On va réaccélérer. Et du coup on a changé le signe de cet effet, donc on s'est mis dans la configuration où le laplacien est positif, et on a vu que localement l'impulsion du photon pouvait être supérieure à h nu sur c, donc à ce qui est prévu. Donc ça, c'est un mystère pour nous. On n'a pas encore compris la physique. Donc si vous pouvez nous aider, ça serait génial. La physique qu'il y a derrière, d'accord, c'est néanmoins expérimentalement, on a mis en évidence cet effet-là.
Et le modèle simple qu'on avait établi à partir de l'approximation paraxiale et l'équation de Mott fonctionnait très bien. Donc ça nous a mieux permis de prendre en compte cet effet. Et donc pour le réduire dans nos effets systématiques, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a propagé le faisceau sur 3 mètres pour lisser le profil d'intensité. Et puis on contrôle constamment qu'on fonctionne à efficacité égale à 1. D'accord ? Et donc à chaque fois, on trace cette courbe expérimentale pour vérifier qu'on est au seuil de l'efficacité. Et Pierre a mis en place un modèle Monte-Carlo pour estimer la contribution de cet effet pour une fluctuation d'intensité de 5%. Donc cet effet a été pris en compte. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au résultat. Donc ici, on a notre nouvelle valeur de alpha qui est déterminée pour la première fois avec une incertitude inférieure à 10-10. D'accord ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons mis en évidence 3 effets systématiques qui pourraient expliquer le décalage avec la mesure de 2011, donc ici. Mais par contre, ce qui ouvre un débat, c'est notre désaccord par rapport à l'équipe de Berkeley qui mesure le recul du césium. Donc on a un désaccord important de 5,4 sigma et qu'il faut absolument éclaircir d'un côté ou de l'autre. Donc avec cette valeur, on a l'incidence de ce désaccord, apparaît sur l'écart entre les valeurs expérimentales et théoriques. Et donc cet écart, il est positif pour nous et il est négatif en considérant la valeur de Berkeley. Et pour les théoriciens, c'est important, parce qu'un écart positif ou un écart négatif n'a pas la même incidence sur les modèles qui traitent de la physique au-delà du modèle standard. Donc ici, sur ce diagramme, juste pour montrer les efforts qu'il nous reste à faire quand même, là, j'ai représenté les contributions de chaque terme de la QED, qui sont calculés précisément, les termes qui dépendent de la masse et l'interaction faible et l'interaction hadronique. Donc notre nouvelle valeur se situe ici. Je rappelle que la valeur de 2011 nous a permis de tester, d'observer pour la première fois la contribution du terme non électronique, notamment de la contribution du muon. Et ça, c'est remarquable parce que c'est la première fois qu'une expérience de basse énergie va tester l'existence de particules instables de haute énergie, en l'occurrence ici le muon. Donc notre mesure actuelle est bien meilleure que la précision. La précision de notre mesure est bien meilleure que la précision expérimentale, l'incertitude sur la mesure expérimentale de AE. Et donc là, cet effort, la limite de cette comparaison est aujourd'hui imposée par l'expérience. Il nous faut quand même un effort pour aller tester l'interaction faible. Donc il faut gagner un facteur, au moins un facteur 3 pour pouvoir aller sonder cette interaction. Alors, un des intérêts de cette mesure, c'est d'essayer d'expliquer l'écart important observé depuis plusieurs années entre la valeur expérimentale et la valeur théorique du G-2 du muon.
Donc, cet écart est, est de 3,4 sigma. Un travail théorique qui a impliqué de nombreux collaborateurs a permis de faire un check de tous les calculs théoriques et a confirmé ce désaccord. Et on attend là, soon, une mesure du Fermilab qui devrait annoncer bientôt une nouvelle valeur expérimentale. Donc la question qui se pose, si cet écart est dû à une physique au-delà du modèle standard, il devrait être observé aussi avec l'électron, avec un facteur d'échelle, puisque après les théoriciens de ce domaine, le couplage dépend du carré de la masse, et donc cet effet dans un naive scaling interviendrait en rapport de la masse de l'électron à la masse du muon qui est de l'ordre de 2,3 10-5. Ça veut dire que cet effet sera très fin, très petit sur l'électron. Et donc ici, la question qu'on se pose, quel est le niveau d'incertitude qu'on doit atteindre pour percevoir un tel effet. Donc voilà la situation aujourd'hui. Donc le travail qui nous a... Donc là, c'est le seuil qu'on souhaite dépasser vers le bas. Donc là, on est tout proche. Il nous reste un petit facteur à gagner pour arriver. Et malheureusement, il faut, on espère, un gain d'un facteur d'un ordre de grandeur sur la valeur expérimentale pour pouvoir aller sonder cet effet. Le deuxième point qu'on a essayé de calculer, c'est de mettre de nouvelles contraintes sur les modèles qui prédisent l'existence de particules hypothétiques qui pourraient expliquer un désaccord entre expérience et théorie. Donc on a pris un modèle qui nous a été proposé par nos collègues d'Orsay, donc Michel Davier, et comme notre nouvelle valeur réjecte un intervalle à 95% sur delta E, ça nous a permis de voir, de définir une zone dans la courbe de couplage et de la masse de cette particule hypothétique. Ici, c'est la masse et en epsilon, je présente le couplage qu'aurait cette particule avec l'électron. Et donc là, on retrouve ici la zone qui serait permise par notre mesure. Il s'avère que cette zone favorise le boson X hypothétique qui pourrait expliquer l'observation d'un pic anormal sur la désexcitation du noyau du beryllium et qui a été confirmé par une équipe hongroise par plusieurs expériences et qui agite pas mal la communauté de la physique des particules. Donc, juste pour finir, je souhaite mentionner l'intérêt de cette mesure sur le nouveau SI. Donc, comme vous le savez, le nouveau système international d'unité a été mis en vigueur en mai 2019 et maintenant il est fondé sur la mesure, en fixant les constantes fondamentales, en l'occurrence la nouvelle constante, la charge de l'électron, la constante de Planck, la constante d'Avogadro. Et par exemple, dans ce système, on a redéfini le kilogramme. Donc le kilogramme n'est plus défini à partir de prototypes matériels, mais en s'appuyant sur une constante physique fondamentale. Et sa mise en pratique est à l'échelle macroscopique réalisée par la balance du watt qui mesure le rapport H sur la masse macroscopique. Donc notre expérience est clairement une mise en pratique du nouveau kilogramme à l'échelle atomique. Et nous avons
à partir de cette mesure, fait la mesure la plus précise de la masse du rubidium. Par ailleurs, dans ce nouveau SI, le fait de fixer la constante d'Avogadro lâche des contraintes sur la masse du carbone, et donc nous avons une nouvelle mesure de la masse de carbone à partir de la mesure de la masse du rubidium et la masse relative. Le dernier point, c'est les constantes électriques, enfin epsilon 0 et mu 0, qui ne sont plus fixes dans le SI. Et maintenant, leur détermination dépend uniquement de alpha, puisque H et E sont fixés. Et nous avons une nouvelle détermination. Et de manière générale, notre nouvelle valeur affecte va améliorer la précision de 90 mesures parmi les 90 constantes parmi les 354 constantes listées par le NIST. Voilà. Donc pour conclure, voilà, je ne reviens pas sur le résultat. Ce qui pose aujourd'hui problème, c'est ce désaccord par rapport au césium. Et donc, à court terme, nous sommes en train de refaire une mesure en utilisant une source d'atomes ultra froids, en l'occurrence un condensat de Bose-Einstein. Là, on est en train juste de mesurer le phase shift dû aux interactions internes atomiques. Et on prévoit de faire rapidement une mesure avec un condensat. Nous envisageons aussi de faire une mesure avec le rubidium 85. Pourquoi ? Parce que ce rapport de masse est connu à μ 10-10, et du coup, s'il y a un effet systématique, on pourrait le voir en comparant ces masses-là. Et puis, on prévoit de monter une nouvelle manip avec une double tour pour pouvoir mesurer simultanément deux espèces atomiques. Et on prévoit aussi de rallonger la zone d'interaction qui limite l'incertitude statistique pour passer de 70 cm à 3 mètres. Et on espère atteindre une incertitude sur alpha de 10-11. Voilà, je vous remercie.